Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle séance consacrée toujours au module du droit international public et toujours dans son premier chapitre relatif au traité international comme première source que nous allons étudier dans le cadre de ce module, source du droit international public. Si vous vous rappelez bien, les deux précédentes séances, on avait évoqué les caractéristiques des traités internationaux, on avait étudié aussi la formation du traité international ou bien des traités internationaux, en commençant par la négociation et en arrivant jusqu'à soit la signature, s'il s'agit d'un traité en forme simplifiée, soit la ratification, s'il s'agit d'un traité en forme solennelle, c'est-à-dire un traité classique. Aujourd'hui, nous allons étudier deux sections. La première porte sur la portée des traités internationaux, c'est-à-dire quels sont les effets des traités internationaux, les conséquences des traités internationaux, etc. Alors que la section numéro 4 sera consacrée au devenir des traités internationaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils deviennent par la suite, est-ce qu'on peut se retirer d'un traité, est-ce qu'un traité peut mourir, peut décéder entre parenthèses, etc., etc. C'est ce qu'on essaiera de voir pendant cette séance et c'est ce que j'essaierai de vous expliquer. Très bien. Donc, commençons d'abord par la portée des traités internationaux. Donc, nous allons voir dans une première partie, dans un premier paragraphe, la portée, les effets du traité international sur les parties contractantes, c'est-à-dire des parties qui ont signé le traité, qui sont membres et parties contractantes du traité, pour voir par la suite est-ce qu'un traité peut avoir des effets sur des parties qui ne l'ont pas signé, sur des États qui n'ont pas signé forcément le traité international, mais qui pourraient être intéressés, se voir être affectés par ce traité international. Commençons d'abord par l'effet ou bien la portée du traité à l'égard des parties contractantes, les parties qui ont signé le traité international. Donc, il y a une norme internationale qui provient du latin pacta sunt servanda, c'est-à-dire que les traités doivent être respectés. On ne signe pas des traités juste comme on signe des autographes, on ne les signe pas pour le plaisir, on les signe pour qu'ils soient respectés. Un État ou bien une organisation internationale, lorsqu'il signe un traité, il engage sa responsabilité internationale et par conséquent, il doit le respecter, c'est-à-dire l'obligation d'exécuter le traité de bonne foi. De bonne foi, vous l'avez déjà étudié aussi, j'imagine, dans le droit interne, c'est-à-dire sans dol, sans avoir la mauvaise intention dans l'application du traité international. Sinon, si on n'applique pas un traité qu'on a signé, s'il s'agit par exemple d'un simple traité en forme simplifiée, ou bien un traité qu'on avait ratifié, là, l'État, par exemple, si on prend que l'exemple de l'État, risque de voir sa responsabilité internationale engagée devant des juridictions internationales. Tu as signé un traité, par la suite, tu as dérogé à ce traité, tu ne veux pas le respecter, les autres membres au traité, les autres parties peuvent te poursuivre en justice. Généralement, c'est rare d'arriver jusqu'au stade judiciaire, mais généralement, avec les négociations, avec parfois juste à travers des pressions diplomatiques, on peut obliger un État à respecter son engagement qu'il avait déjà signé ou bien ratifié. Sinon, on peut procéder à tout ce qui est judiciaire sur le plan international. Que ce soit dans le domaine commercial, il y a des juridictions spéciales. Par exemple, s'il s'agit d'un traité qui a été signé dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, donc on a un tribunal compétent dans le domaine qui est l'organe de règlement des différends. L'ORD, l'organe de règlement des différends. Sinon, pour les autres, il y a la CIJ, etc., etc. L'article 27 de la Convention de Vienne énonce la chose suivante. Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
C'est-à-dire un État a signé un traité international, il a ratifié. Et par la suite, tu te dis, bah, excusez-moi, moi j'ai une loi ou bien une disposition juridique dans mon droit interne qui est contraire au traité international. Donc, excusez-moi, je ne peux pas appliquer cette disposition. La Convention de Vienne de 1969 est très claire là-dessus. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, à partir du moment où tu as signé un traité international, tu dois l'appliquer. Et on ne doit pas changer la disposition internationale pour qu'elle soit conforme avec ton droit interne. C'est plutôt le contraire. Si tu as signé un traité dans lequel il y a une disposition, une clause qui est contraire au droit interne, à ton droit interne, tu dois changer ton droit interne. Par exemple, je vous donne un exemple. Supposons qu'un pays, dans son droit interne, euh, il prévoit l'interdiction de la peine de mort, ou plutôt l'autorisation de la peine de mort. Par exemple, quelqu'un qui a tué sera exécuté. Bien. Il a signé un traité international dans lequel il s'est engagé à abolir la peine de mort, à la supprimer. Il a ratifié le traité entre en vigueur, et par la suite, les juges ont continué à prononcer la peine de mort. On a un traité que l'État a signé et a ratifié, dans lequel l'État s'engage à abolir la peine de mort. Et on a dans son droit pénal, par exemple son code pénal, des dispositions qui prévoient la peine de mort. Qu'est-ce qu'on va appliquer? Le code pénal ou bien la convention internationale qui a été signée et ratifiée? Bien évidemment, la convention internationale. Ici, je vous ai mis la pyramide que vous connaissez tous, relative à la hiérarchie des normes. Regardez, on trouve la Constitution juste après les conventions internationales et par la suite tout l'arsenal juridique interne, les lois organiques, les lois ordinaires, les décrets-lois, les décrets, etc., les arrêtés, etc., etc. Donc, la convention internationale se trouve dans une position supérieure aux lois internes, au droit interne. Même si vous avez un État qui prévoit plutôt le contraire. Un État, par exemple, peut prévoir que les conventions internationales seront au-dessous du droit interne. Là, la Convention de Vienne est très claire et te dit non, même si tu le prévois, si tu mets par exemple les droits internes dans un stade supérieur aux conventions internationales, là, c'est pas, juridiquement parlant, c'est pas bon, tu dois changer toute la réglementation. Les conventions internationales ont un effet supérieur au droit interne. J'espère que c'était clair. Pour ce qui est des réserves, par exemple, un État peut signer un traité, mais il n'est pas d'accord avec toutes les clauses de la Convention internationale. Donc, on dit, il peut émettre des réserves. Je suis d'accord avec la majorité, mais je ne suis pas d'accord avec quelques dispositions. Attention pour les réserves, tu ne peux pas signer un traité international et être en désaccord avec la majorité de ces dispositions. C'est-à-dire, tu vas émettre des réserves sur la majorité des dispositions du traité. Non, c'est plutôt le contraire. Si le traité, on le ratifie, et on peut émettre quelques réserves. Mais là aussi, il faut respecter aussi quelques conditions. Regardez, si le traité n'interdit pas les réserves, un État a tout à fait le droit de les émettre, mais attention, il faudrait respecter certaines conditions. Le moment, c'est-à-dire le moment où tu vas émettre les réserves. On ne peut émettre la réserve qu'au moment de la signature ou de la ratification. C'est-à-dire, j'ai négocié, j'ai paraphé, j'ai signé, j'ai ratifié un traité et par la suite, je veux émettre des réserves. Non. Tu as le droit d'émettre des réserves à partir de la négociation jusqu'à la ratification. Une fois que tu as ratifié le traité, c'est bon. Tu n'as plus le droit d'émettre de nouvelles réserves. Il fallait émettre, proposer ces réserves
dans le laps de temps qui s'étale entre la négociation jusqu'à la ratification. Après la ratification, il n'y a plus moyen d'émettre des réserves. L'objet de la réserve. Il est impossible d'émettre des réserves sur l'objet essentiel des traités. Par exemple, on signe un traité sur le libre-échange dans le domaine commercial. C'est-à-dire que les États vont ouvrir leurs frontières, ils vont baisser les droits de douane, les tarifs douaniers, etc. Et toi, comme réserve, tu mets la réserve principale, l'interdiction du libre-échange. Alors, pourquoi tu signes le traité? Dès le début, il ne fallait pas signer le traité parce que son objet principal était le libre-échange. Donc, ou bien un traité sur les droits de l'homme. Et donc, toi, dans les droits de l'homme, dans ce traité, tu émets comme réserve. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'interdiction de la torture. L'objet principal, entre autres, c'est l'interdiction de la torture. Donc, tu ne peux pas émettre des réserves sur l'objet principal d'un traité. La même chose, il faut que la réserve soit écrite dans les annexes. L'annexe, c'est le mulhaq. On écrit, on rédige le traité ou bien la convention, ou bien le protocole, ou bien la charte, et par la suite, on laisse des annexes à la fin, le mulhaqat, à la fin, c'est là où on va écrire et codifier les réserves. Tu ne peux pas dire oui, mais moi, j'ai déjà émis une réserve d'une manière verbale, oralement. Non. Les paroles n'engagent que ceux qui les prononcent et non pas ceux qui les écoutent. Donc, tu dois écrire, rédiger les réserves, bien évidemment, dans les annexes. Il faut, bien évidemment, que les réserves soient acceptées par les autres États signataires du traité. Parce que vous êtes plusieurs dans le traité, il faudrait que les autres aussi acceptent tes réserves, sinon tu ne peux pas les émettre et à ce moment-là, tu ne peux pas être membre du traité. Ça, c'était pour tout ce qui concerne la portée des traités à l'égard des parties contractantes, c'est-à-dire les parties qui ont signé et ratifié le traité. Qu'en est-il maintenant des effets des traités internationaux à l'égard, la portée à l'égard des tiers, ou bien les effets sur les tiers? Qu'est-ce qu'on entend dire d'abord par les tiers? Les tiers, c'est-à-dire les parties, ou bien les États qui n'ont pas signé le traité. Alors, logiquement, moi, je n'ai pas signé un traité. Bah, je ne peux pas être concerné par ce traité. C'est la logique. Donc, normalement, je ne suis pas concerné. Mais il existe des cas où, même si tu n'as rien signé, tu peux être affecté par un traité qui a été signé par d'autres États. Quels sont ces cas-là? Alors, comme on a dit, le principe, comme on peut le lire dans l'article 34 de la Convention de Vienne, on parle de l'effet relatif et n'engendre des effets qu'à l'égard des parties. Donc, il est relatif aux parties qui l'ont signé et ratifié. Donc, les traités sont inopposables aux tiers. Ils ne s'imposent pas aux tiers. Mais il existe deux exceptions qu'il faudrait bien retenir. Un, le mécanisme de la clause de la nation la plus favorisée. La clause de la nation la plus favorisée. La clause, c'est-à-dire, c'est comme si vous dites l'article ou bien la disposition. La nation, c'est-à-dire l'État, Doula. Donc, la clause de la nation la plus favorisée. Quand est-ce qu'on parle de la clause de la nation la plus favorisée? Ça, c'est une exception, c'est une disposition qu'on trouve dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce, qui a été créée dont les traités constituants ont été signés à Marrakech, au Maroc, en 1994, et il est entré en vigueur en 1995. Avant l'OMC, on avait le GATT, General Agreement of Tariff and Trade, l'accord général sur le commerce et les tarifs douaniers. Bref, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'OMC.
L'OMC dispose de plusieurs normes. Parmi ces normes, parmi ces règles, on trouve la clause de la nation la plus favorisée. Ça veut dire quoi? Alors, suivez-moi. Ça veut dire la chose suivante. Supposons qu'on ait 3 États. Moi, je suis le Maroc. Et vous avez en face 2 autres États. Par exemple, alors pour faire simple, l'Algérie et la Tunisie. Pendant des années, je laissais les marchandises tunisiennes accéder à mon marché marocain avec des préférences douanières. C'est-à-dire, par exemple, je disais aux Tunisiens, si vous voulez vendre votre marchandise ou bien vos marchandises sur le marché marocain, il suffit de payer 10% des tarifs douaniers, ni plus ni moins, 10%. Alors que pour l'Algérie, je lui ai imposé 15%. J'ai deux partenaires, la Tunisie et l'Algérie. Moi, je suis le Maroc. Pour la Tunisie, ces marchandises, elle peut les vendre sur mon marché en ne payant que 10% des tarifs douaniers. L'Algérie, 15%. Une fois qu'on devient membre de l'OMC, l'OMC vous dit attention, vous allez généraliser la meilleure faveur que vous aviez accordée à votre partenaire à tous les autres membres de l'OMC. Là, on a, supposons que la Tunisie et l'Algérie sont 2 membres de l'OMC. Donc, une fois qu'ils accèdent à l'OMC, la Tunisie ne payait que 10%, l'Algérie ne payait 15%. Donc, je dois accorder à l'Algérie 10% comme la Tunisie. Et comme ça, je vais baisser ses tarifs douaniers. C'est ce qu'on appelle l'égalité du traitement. C'est ce qu'on appelle d'une manière plus précise la clause de la nation la plus favorisée. Quelle était la nation la plus favorisée dans les deux? Avec les 2 partenaires, c'était la Tunisie, parce que les Tunisiens ne payaient que 10%. Une fois que l'Algérie est devenue membre de l'OMC, elle aussi, je dois lui généraliser cette faveur et ne lui imposer que 10%. Est-ce que l'Algérie avait signé le traité avec moi? Non. On avait signé le traité avec la Tunisie. Avec l'Algérie, on avait un autre traité. L'OMC te dit non. Tu vas généraliser la meilleure faveur, la meilleure condition à tous tes partenaires commerciaux parce qu'il y a une règle qui s'appelle la clause de la nation la plus favorisée. L'Algérie, il n'avait jamais signé avec moi un traité international à travers lequel je ne lui impose que 10%, mais le fait qu'elle intègre l'OMC lui donne automatiquement cette faveur, cet avantage. C'est ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. Donc là, l'Algérie n'avait jamais signé ce traité de 10% avec le Maroc, mais le fait qu'il intègre l'OMC lui a donné automatiquement ce droit à 10% des tarifs douaniers. Deuxième exception, c'est l'accord collatéral. Je vais vous expliquer qu'est-ce que l'accord collatéral. Donc, dans l'article 35 de la Convention de Vienne, on vous dit que les effets d'un traité peuvent être étendus, élargis à des tiers, à d'autres personnes, par l'effet d'un autre accord auquel les tiers sont partis. Je vais vous expliquer ça avec plus de précision à travers des exemples. Je vous ai donné, là, je vous ai collecté 2 exemples. L'exemple 1, certaines chartes, certains traités d'organisation intergouvernementale. Je vous ai dit, on appelle les organisations internationales, leur appellation exacte juridiquement, ce sont les organisations intergouvernementales. Donc, dans des chartes, comme la charte de l'ONU, par exemple, on vous dit que, par exemple, un traité que les membres de l'organisation avaient signé et ratifié, que les termes de ce traité peuvent être changés, modifiés à la majorité, par exemple, des 2 tiers, 75%. Supposons qu'on a un traité au sein d'une organisation internationale
et que ce traité a été modifié avec l'accord de 75%. 75% ont voté pour la modification de certaines dispositions du traité. Donc, les 75% qui ont voté pour, ben, c'est normal, le traité soit imposable. Il va s'imposer à eux. C'est tout à fait normal. Mais les 25% qui ne l'ont pas signé, est-ce qu'ils seront obligés de suivre les modifications qui ont été apportées par les 75 ou non? Oui, parce que la charte ou bien le traité, qu'est-ce qu'il imposait dès le début? Il te disait, une fois que 75% ont voté pour la modification du traité, le traité sera modifié. Donc, les 25% qui ne l'ont pas signé, même s'ils n'ont pas voté, même s'ils n'ont pas voté, pardon, ils vont se voir imposés et obligés et contraints de respecter le traité parce que la majorité a voté pour. C'est ce qu'on appelle un effet collatéral, par ricochet, d'une manière indirecte. Même si tu n'as pas voté, mais la majorité a voté dans un traité dans lequel tu es parti. Et dès le début, tu as accepté les règles du jeu. Tu savais que une fois que 75% ont voté par oui, ben, le traité sera modifié. Donc là, tu seras obligé et contraint de respecter les termes, les dispositions de ce traité. Deuxième exemple, le cas de la représentation d'un État par un autre dans les relations internationales. Ça, c'est un cas rare, mais qui existe, en général ou pour une affaire en particulier. Le cas de Liechtenstein, qui est représenté de façon permanente par la Suisse dans les relations internationales, et ce, par un traité. Sauf clause contraire, les traités conclus par la Suisse sont applicables au Liechtenstein. Certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler de cet État. Enfin, c'est une principauté qui existe, le Liechtenstein. C'est une principauté qui existe entre la Suisse et l'Autriche. C'est une principauté qui est très, très, très riche. Il n'est pas très connu peut-être pour le mortel, pour le commun des mortels, mais c'est une principauté qui est très riche et le niveau de vie est parmi les plus élevés de la planète Terre. D'ailleurs, même le taux de chômage est très, 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 très bas. Il avoisine 2%, 2,5%. Il a une économie qui est basée sur beaucoup, beaucoup sur la finance, le trading, etc., etc. Il était considéré comme un paradis fiscal pendant plusieurs années. Ces dernières années, l'OCDE l'a enlevé de la liste noire des paradis fiscaux, etc. Cette principauté, qui est une monarchie constitutionnelle, qui est gouvernée par un prince, normalement, il n'agit pas beaucoup sur la scène internationale. Donc, à travers un traité que le Liechtenstein, l'État du Liechtenstein avait signé avec la Suisse, c'est la Suisse qui représente et qui négocie au nom de Liechtenstein. Donc, tous les accords que la Suisse va négocier, signer et ratifier seront applicables et imposables au Liechtenstein, sauf clause contraire. Sauf si, par exemple, la Suisse va négocier un traité commercial, etc., et le Liechtenstein va dire dès le début, attention, moi je ne suis pas d'accord pour être membre ou bien pour négocier tel ou tel accord. Donc ça, c'est un cas qui est rare dans les relations internationales, mais qui existe même actuellement entre le Liechtenstein et la Suisse. Voilà pour ce qui est de la portée des traités internationaux, aussi bien à l'égard des parties contractantes qu'à l'égard des tiers. Maintenant, on va terminer avec quel est le devenir des traités internationaux? Quel est le destin, si on peut dire, des traités internationaux? Donc, on va voir la révision des traités internationaux dans un premier stade. Qu'en est-il? Que se passe-t-il pour la révision des traités internationaux? Selon l'article 39 de la Convention de Vienne, toujours de 1969, bien évidemment,
La révision doit être expresse, c'est-à-dire pas implicite, mais d'une manière claire, explicite et expresse. Obligation de rédiger un nouvel accord formel pour apporter les modifications nécessaires, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire, par exemple, s'il s'agit d'un accord multilatéral où il y a plusieurs parties, on ne peut pas, deux ou trois parties, par exemple, ne peuvent pas se mettre d'accord d'une manière euh, implicite, d'une manière secrète et dire, ben voilà, nous avons décidé de modifier le traité et appliquer les modifications juste entre nous. Non, il faut voir ce que prévoit le traité. Est-ce que les modifications doivent être faites à l'unanimité? Si sont 20, par exemple, 20 parties au traité, il faut l'accord des 20 parties, ou bien à la majorité. Et là, on va voir est-ce que la majorité de 51%, des deux tiers, etc. Sinon, on ne peut pas changer l'accord. Et une fois qu'on l'a modifié, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rédiger un nouvel accord et le présenter, bien évidemment, le proposer, le présenter au vote des parties contractantes. La révision du traité international doit nécessairement procéder d'un commun accord des parties contractantes, comme je viens de le dire, soit à la majorité, soit à l'unanimité. L'unanimité, c'est très rare. L'unanimité, il y a l'accord unanime, c'est-à-dire de tous les membres. Ça, on trouve beaucoup plus au sein de l'OMC. On ne peut changer, modifier les traités au sein de l'OMC qu'avec l'accord unanime de tous les membres. Si une partie procède à la révision sans l'accord des autres parties, l'opération est nulle et sans effet. Comme je viens de l'expliquer, donc, s'il veut changer tout seul l'accord, donc le changement, la modification n'a aucune portée. Les traités internationaux précisent en principe leur procédure de révision, est-ce qu'à la majorité, l'unanimité et le reste. Donc là, il n'y a pas grand-chose à expliquer, je crois que c'est clair. Pour ce qui est de la fin des traités, je vous ai dit peut-être au début de ce chapitre que le traité est comme un être humain. Il a un cycle de vie. Le début, la naissance, avec la signature ou bien la ratification, ça dépend de la nature du traité. La vie, le fonctionnement pendant plusieurs années ou bien pendant plusieurs mois, il va vivre. Et par la suite, dans certains cas, il peut mourir. Dans certains cas, il ne peut pas mourir, il ne peut pas décéder, contrairement à l'être humain, sauf si la science se développe, on ne sait jamais. Mais dans la majorité des cas, le traité, soit il prend fin, soit on parle de l'extinction du traité, soit généralement il est modifié. Et dans la modification, il y a une certaine extinction du traité. Mais là, il va falloir faire attention, il faut distinguer entre deux choses. L'extinction concertée, c'est-à-dire avec l'accord des parties, et l'extinction non concertée. Ça veut dire quoi? Qu'en est-il de l'extinction concertée, c'est-à-dire la réalisation d'une condition prévue initialement dans le traité? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, dès le début, dans le traité, on avait prévu la fin du traité à telle ou telle année, par exemple. On a signé le traité en 2021. Et on a dit que ce traité gérait les relations diplomatiques entre nous, par exemple, jusqu'à 2030. 2030, il va prendre fin, parce qu'on l'a mentionné dès le début dans le traité. Là, je vous ai donné un exemple réel, l'exemple du traité de la CECA, la communauté économique du charbon et de l'acier, c'est-à-dire l'ancienne appellation de l'Union européenne, qui a été créée en 1952. Déjà dans le traité de la CECA, on avait prévu sa fin après 50 ans, un demi-siècle. Il a été signé en 1951, entré en vigueur en 1952, et on avait prévu 50 ans de vie, c'est-à-dire jusqu'à 2001. 2001, le traité de CECA a pris fin. Soit parce que les prestations prévues dans le traité ont été exécutées,
Par exemple, un État a signé un traité avec le FMI, le Fonds monétaire international, via la Banque mondiale. Pourquoi on va signer un traité? Par exemple, parce que la Banque mondiale nous a donné un crédit de 10 ans. L'octroi, l'accord du crédit, lorsque le FMI va te l'accorder ou bien la Banque mondiale, tu dois signer un contrat. Le contrat sur le plan international, on l'appelle un traité. Une fois que tu as terminé le remboursement de la dette, le contrat, le traité prend la fin. C'est ce qu'on appelle le remboursement échelonné d'une dette. Ou bien un traité entre deux États. La France a prêté au Maroc une somme de 400 millions de dollars, par exemple, qu'il doit rembourser sur 10 ans. On va signer un traité. Une fois que, bien évidemment, la dette a été remboursée sur 10 ans, eh bien, le traité prend fin. Ou bien un traité d'alliance. Généralement, les traités d'alliance, c'est surtout pendant la période de guerre. Pas forcément, il y a des cas où, même dans les périodes de paix, mais par exemple, on a fait une alliance pendant la guerre. Une fois que la guerre est terminée, c'est bon, il n'y a plus de traité d'alliance. Le traité prend fin. Ça, c'est pour tout ce qui concerne l'extinction concertée. Qu'en est-il maintenant de l'extinction non concertée? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Ici, on distingue entre deux cas. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle la dénonciation ou bien le retrait. C'est-à-dire quoi le retrait? C'est un État va se retirer du traité. On n'avait pas prévu, donc on ne s'était pas concerté. L'État va se retirer du traité par le même organe compétent qui avait ratifié le traité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si, par exemple, c'est le chef d'État qui avait ratifié le traité, alors qui a le droit de demander le retrait, de se retirer du traité? Le chef d'État. Si c'était le Parlement qui avait ratifié le traité, ce n'est pas le chef d'État qui a le droit de se retirer. C'est le Parlement qui doit demander le retrait, dénoncer le traité. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle en langue arabe. C'est prévu par la plupart des traités. Donc, dans la plupart des traités, vous allez trouver, voilà, si un veut se retirer, voici la procédure qui doit poursuivre, etc., etc. Ça, c'est un chapitre tout en entier, dans le cadre du droit des organisations internationales que malheureusement, on n'a pas dans le programme, donc je ne peux pas m'étaler davantage sur ce point. Donc, la procédure, normalement, il prend généralement entre 6 mois et 1 an, généralement. Parfois, on peut prévoir plus ou moins, ça dépend des traités, mais généralement entre 6 mois et 1 an. Le problème se pose lorsque le traité est silencieux, lorsque le traité n'avait pas prévu la procédure de retrait. Qu'est-ce qu'on va faire? L'État veut se retirer, mais dans le traité, on n'avait rien prévu. Là, il se pose un problème. Et, il y a les gens, il y a un courant qui vous dit attention, il faut défendre la souveraineté étatique. S'il y a là, il y a le tout là. Donc, moi, je suis État, je suis souverain, personne n'a le droit de m'imposer quoi que ce soit, donc j'ai le droit de me retirer. C'est le courant majoritaire en droit international. Et d'autres qui vous disent non, il y a aussi un ordre international à respecter. Toi, si tu ratifies par la suite, tu te retires, il n'y aura plus de stabilité juridique sur la scène internationale. Donc, il vaut mieux négocier, etc. Généralement, on trouve toujours une astuce pour se retirer, etc. Très bien. Les autres États restent, bien évidemment, les autres États qui ne se sont pas retirés du traité restent liés par le traité aussi longtemps qu'ils ne l'auront pas dénoncé. Donc, on a 30 États, il y a 2 États qui se sont retirés, les 28 vont continuer leur relation, leur rapport avec le même traité sans aucun problème, à condition qu'ils ne se retirent pas.
À partir du moment où un État se retire, ben c'est normal, il ne reste plus lié par ce traité. Pour ce qui est du traité bilatéral, c'est-à-dire il n'y a que deux parties, le traité prend fin une fois qu'une seule partie s'est retirée, ce qui est tout à fait logique. Et ils étaient deux, une partie s'est retirée, ben c'est normal, le traité prendra fin. Deuxième exception, dans l'extinction non concertée après le retrait, on a l'invocation du changement fondamental de circonstances, soit au motif qu'une ou plusieurs parties au traité n'exécutent pas ce traité, soit à cause d'une guerre, d'une fusion d'États ou bien d'une disparition d'un État. Donc, il y a des cas, par exemple, de force majeure, c'est ce qu'on peut trouver comme synonyme, changement fondamental de circonstance, c'est-à-dire une force majeure. Si, par exemple, on était plusieurs États à signer ce traité, l'État qui s'était engagé n'existe plus. Par exemple, soit parce qu'il a fusionné avec un autre État, il n'existe plus, soit parce qu'il a disparu après une guerre, etc., etc. Donc, l'État n'existe plus, donc c'est normal, il ne restera plus lié par le traité à cause d'une force majeure, ou bien ce qu'appellent les juristes changement fondamental de circonstance. Je crois que là, c'est très clair. Donc voilà, avec ce paragraphe et cette dernière section, on termine le premier chapitre qui était un chapitre assez long parce qu'on a abordé pratiquement tous les aspects des traités internationaux. À partir de la semaine prochaine, à partir de la séance prochaine, nous allons commencer la deuxième source du droit international, à savoir la coutume internationale. D'ici là, je vous remercie, je vous souhaite bon Ramadan et à bientôt.